Merci beaucoup pour cette très gentille présentation. C'est un plaisir pour moi de partager quelques minutes avec vous concernant la prévention de la mort subite liée au sport. Il faut bien retenir, cela a déjà été dit dans les exposés précédents, que le sport, c'est avant tout bon pour la santé. Mais en fait, la pratique sportive intense peut être une arme à double tranchant puisque sur la partie gauche de la diapositive que je vous présente, on voit les bénéfices globaux, pas que cardiovasculaires, mais tous les bénéfices que la pratique sportive régulière a. Mais de l'autre côté, on voit aussi qu'il peut y avoir une augmentation du risque d'accident cardiaque lorsqu'une cardiopathie est méconnue et le pratique sportif peut révéler cette pathologie. J'insiste, elle la révèle, elle ne la crée pas, ce n'est pas le sport qui crée la pathologie. Quelle est l'incidence de la mort subite et quelle est la population concernée? C'est très important parce que pour la prévenir la mort subite, il faut déjà savoir qui ça touche et dans quelles circonstances. Donc, tout d'abord, comme on le voit sur la partie gauche de la diapositive ici, on voit que en fait, ce sont les hommes qui sont beaucoup plus touchés que les femmes pour la mort subite, puisque en gros, le rapport est de 7 à 10, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 8 hommes qui décèdent pour seulement une femme qui va décéder lors de la pratique sportive. Dans la partie droite de la diapositive, on voit en fait que oui, lorsqu'on fait de la compétition, on a un peu plus de décès que lorsque l'on ne fait pas de compétition, mais la compétition, ça ne concerne que les sujets jeunes. Et vous voyez que le pic de mort subite, ça touche plutôt les sujets de 40 à 50 ans. Donc, ça veut dire en réalité que la mort subite, elle concerne essentiellement les hommes de 45 à 50 ans et qui font un sport de loisir et pas un sport de compétition. Et ça, c'est très important à retenir parce que l'on va voir que la visite d'absence de contre-indication à la pratique sportive concerne essentiellement la compétition et pas tant le loisir. Donc, pour la prévention, on se demande si c'est la meilleure solution. Quelles sont les causes de mort subite liées au sport? Selon l'âge, eh bien, on voit avec la flèche rouge qui vous marque l'âge de 35 ans qu'avant 35 ans, ce sont essentiellement les cardiomyopathies et les canalopathies, c'est-à-dire les anomalies génétiques des canaux ioniques qui concernent les cardiomyocytes. Et puis par contre, après 35 ans, c'était essentiellement l'athérosclérose. Et il faut bien comprendre que la mort subite qui survient hors, euh, lors d'un syndrome coronaire aigu concerne surtout des petites plaques d'athérome, comme on le voit ici. Et c'est cette petite plaque, pour une raison mal connue, qui va se rompre et créer un thrombus qui va obstruer l'artère. Donc, ça va être très difficile de détecter ces petites plaques et on va en parler sur la place de l'épreuve d'effort dans la prévention. Donc, tout d'abord, l'évaluation médicale dans la préparticipation sportive intense. Il faut bien retenir que le but de cette évaluation médicale, de cette visite, c'est d'abord de détecter une pathologie à risque cardiaque, oui, mais c'est aussi d'éduquer le sportif sur les bonnes pratiques sportives, et j'y reviendrai parce que c'est, à mon avis, très important pour prévenir la mort subite. Quels examens peut-on proposer? Les buts des examens, ça va être de détecter une pathologie cardiovasculaire à risque d'aggravation et ou à risque d'accident cardiovasculaire lorsqu'on fait une pratique sportive intense. Donc, quand on connaît bien les buts, on va pouvoir cibler les examens que l'on va réaliser. Et on voit en gros que les 5 examens que l'on a à disposition pour le cardiologue lambda, c'est l'interrogatoire, l'examen physique, l'électrocardiogramme de repos, l'échocardiogramme et l'épreuve d'effort. Le but, c'est de détecter le plus possible de pathologies cardiovasculaires à risque dans une grande population. Après, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais quand on retient déjà ces 2 points, on voit qu'il y a 3 examens qui semblent vraiment sortir du lot. C'est l'interrogatoire, l'examen physique, c'est-à-dire l'examen clinique, et l'électrocardiogramme de repos 12 dérivations. L'interrogatoire doit être ciblé vers le sport, c'est-à-dire qu'on va rechercher les symptômes qu'on peut observer lors du sport, c'est-à-dire le malaise, les palpitations, la douleur dans la poitrine, l'essoufflement ou la fatigue anormale lors de l'effort, qui vont être les examens principaux à regarder. Il va bien sûr falloir se renseigner aussi sur les antécédents familiaux de mort subite et les antécédents familiaux de maladies cardiaques, en particulier héréditaires. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il faut toujours rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire. On fait une grossière erreur si l'on pense que le sportif n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire. Tous les sportifs ne sont pas des compétiteurs de haut niveau, tous les sportifs ne font pas attention à leur hygiène de vie. Et par exemple, en Bretagne,
qui est une terre du cyclisme, on a beaucoup de cyclosportifs de 65 ans, je peux vous assurer qu'ils ont beaucoup de facteurs de risque. L'examen physique, il va être classique, il faut penser à rechercher des signes de Marfan chez les sujets très grands avec une hyperlaxité et éventuellement un pectus excavatum, il faut rechercher la possibilité d'antécédents de maladie de Marfan. Enfin, l'électrocardiogramme, il faut savoir qu'on va devoir réaliser une interprétation spécifique, surtout si le sportif fait plus de 4 heures de sport par semaine. En effet, l'analyse classique de l'électrocardiogramme n'est pas adaptée à ce genre de sportif. Une fois qu'on a réalisé, qu'on a vu quels étaient les examens qui étaient le plus adaptés, semble-t-il, eh bien, on peut se tourner vers les recommandations. La Société européenne de cardiologie a proposé des recommandations en 2005. La Société française en a proposé d'autres qui sont pratiquement les mêmes que celles de la Société européenne. Quelles sont ces recommandations? Pour les compétiteurs entre 12 et 35 ans, il faut réaliser un interrogatoire, un examen physique et un électrocardiogramme de repos que l'on va répéter tous les 2 ans après la première visite. Si tout est normal, il n'y a pas de contre-indication à la compétition. Si jamais il y a une anomalie, que ce soit à l'interrogatoire, à l'examen physique ou à l'électrocardiogramme, on va faire un bilan cardiovasculaire ciblé. Si tout est normal, on va parler de cœur sain. Si jamais il y a une pathologie, on va proposer une attitude adaptée aux recommandations pour la pratique sportive. Et l'épreuve d'effort, c'est la grande question. Quand est-ce que l'on doit faire une épreuve d'effort? Qu'est-ce que l'épreuve d'effort nous apporte? Il y a d'abord l'épreuve d'effort standard sur vélo ou sur tapis roulant. En Europe, c'est plutôt le vélo qui est utilisé. Aux États-Unis, c'est plutôt le tapis roulant qui est utilisé. Mais il y a aussi l'épreuve d'effort avec analyse des échanges gazeux. Et il faut se rappeler que l'épreuve d'effort avec analyse des échanges gazeux n'est pas utile chez tous les sportifs, dans tous les cas. L'épreuve d'effort avec analyse des échanges gazeux est intéressante s'il y a une symptomatologie, s'il y a une anomalie, et parfois, chez les sportifs de haut niveau, elle va être systématique, mais plutôt pour suivre l'entraînement que pour détecter une pathologie cardiovasculaire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir cibler l'épreuve d'effort. Pour cibler l'épreuve d'effort, on va se baser sur 4 critères. En effet, on ne peut pas faire d'épreuve d'effort systématique à tout le monde. Ce serait impossible vu les délais et surtout vu les limites de l'épreuve d'effort sur lesquelles je vais revenir. Les 4 critères pour décider si oui ou non on fait une épreuve d'effort, c'est est-ce que c'est de l'exercice physique au moins intense? En d'autres termes, si quelqu'un vient vous voir pour faire de la marche le dimanche, il n'y a pas besoin de lui faire d'épreuve d'effort. Quel est le niveau d'entraînement? Est-ce que le sujet est sportif, entraîné, ou est-ce que c'est un débutant, un sédentaire qui veut se remettre au sport? Quelles sont les données de l'examen physique et de l'électrocardiogramme? Est-ce qu'il est totalement normal? Ces 2 examens sont totalement normaux? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des anomalies? Enfin, quel est le niveau de risque cardiovasculaire? Et on va se baser sur le score, cet indice DEX européen, qui nous permet de prédire en pourcentage le risque de décès à 10 ans sur le plan cardiovasculaire. Je précise bien que ce n'est pas que la maladie coronaire, c'est le risque de décès de toute maladie cardiovasculaire, quelle qu'elle soit. À cela, il va falloir ajouter la présence ou non d'une pathologie chronique associée. Donc, qu'est-ce que retient l'indice score? Il va se baser d'abord sur l'âge. Et vous voyez qu'on est dans le rouge dès qu'on dépasse 65 ans, presque pour tout le monde, que l'on soit non-fumeur ou fumeur. Donc, l'âge est le facteur de risque principal de mourir. Je ne donne pas un scoop. Il est évident que plus on est vieux, plus on a de risques de mourir. Après, il va y avoir le genre, les femmes, les hommes, le chiffre de pression artérielle et le niveau de cholestérol. Certains d'entre vous vont me dire, mais il n'y a pas la glycémie, il n'y a pas le diabète. En fait, non, puisqu'aujourd'hui, quand on est diabétique, on a d'emblée un risque cardiovasculaire élevé ou très élevé. C'est ce qui vous est présenté ici. Les pathologies chroniques associées auxquelles vous devez faire attention, s'il y a une maladie cardiovasculaire connue, s'il y a une insuffisance rénale connue, chronique, s'il y a un diabète connu, tout de suite, on est dans un risque cardiovasculaire au moins élevé. Alors, je vous le disais tout à l'heure, les facteurs de risque cardiovasculaire chez le sportif ne sont pas rares. Regardez cette étude chez des athlètes endurants, 600 athlètes, essentiellement des hommes, soit 50 ans en moyenne, ils font tous de la compétition depuis 20 ans. Et vous regardez le nombre de fumeurs, plus de 20%, vous regardez le nombre d'hypertendus, 15%, le nombre avec trop de cholestérol, 10%, et le nombre de gens en surpoids, 5%. Ce sont tous des sportifs. Donc, vous voyez bien que les facteurs de risque, il faut y penser aussi chez les sportifs.
À partir de là, la Société française de cardiologie, en 2018, a proposé des nouvelles recommandations pour l'épreuve d'effort. Donc, si vous avez affaire à un sportif ou à quelqu'un de ne pas entraîné, si le sujet est symptomatique, s'il y a des antécédents personnels et ou familiales de cardiopathie à risque arythmogène, vous devez faire l'épreuve d'effort. C'est du 1B. Si le sujet est sportif, l'épreuve d'effort doit être envisagée, c'est du 2A, avec un niveau de preuve C, si le sujet est asymptomatique et s'il a un risque cardiovasculaire élevé ou très élevé. Par contre, si le sujet est sportif, l'épreuve d'effort n'est pas recommandée, c'est du 3C, si le sujet est asymptomatique avec un faible risque cardiovasculaire. Enfin, si le sujet n'est pas entraîné, l'épreuve d'effort peut être envisagée, vous voyez, ce n'est pas systématique, c'est du 2B, lorsque le sujet veut débuter une activité physique intense et asymptomatique avec un risque cardiovasculaire au moins modéré. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce frein? Parce que l'épreuve d'effort n'est pas une assurance tout risque. Moi, je fais des épreuves d'effort tous les jours, mais j'en connais les limites et j'insiste sur ces limites. Regardez sur la diapositive à droite, vous voyez que dans 70% des cas, avant la survenue du syndrome coronaire aigu, le degré de sténose était de moins de 50%. Donc, ce sont les petites sténoses non significatives que l'épreuve d'effort ne peut pas détecter qui vont être la cause du syndrome coronaire aigu. Donc, il faut rappeler aussi aux sportifs que l'épreuve d'effort n'est pas synonyme de cœur normal. L'épreuve d'effort détecte bien l'angor, mais l'épreuve d'effort détecte mal le risque d'infarctus par rupture de plaque. Et surtout, bien rappeler à tous les sujets qui veulent reprendre le sport que quel que soit le résultat de l'épreuve d'effort, ils doivent reprendre de façon progressive pendant au moins 6 à 8 semaines. Passons maintenant à l'éducation des sportifs. Vous avez ici les règles d'or du Club des cardiologues du sport. Je ne vais pas revenir dessus, elles sont à votre disposition. Vous pouvez les télécharger sur le site du Club des cardiologues du sport. Mais il faut que vous reteniez que si les sportifs respectaient ces bonnes règles, on peut penser qu'on diminuerait le nombre de morts subites liées au sport de 40%. C'est énorme, 40%. On retombe dans la prévention, comme cela a été très détaillé par un des orateurs précédents. Je vais insister sur 2 points. Premièrement, on ne doit pas fumer. Ça, on le sait. Mais si jamais je suis fumeur, je ne fume jamais 2 heures avant ou après le sport. Expliquez à vos sportifs que c'est un très beau modèle expérimental d'infarctus du myocarde de fumer juste avant, juste après. Et deuxièmement, surtout dans cette période où nous sommes en période de pandémie, on ne fait pas de sport intense au moins pendant 8 jours si on a une fièvre ou un syndrome grippal. Donc, on ne fait pas de sport intense si jamais on est touché par le Covid. Mais attention, si on n'a pas le Covid, il faut continuer à faire du sport puisque cela va améliorer notre immunité. Donc, ne nous trompons pas de message sur ce point. Enfin, pour terminer, le 3e axe, c'est la formation aux gestes de secours. Et pour vous convaincre, je vais vous montrer ces résultats. Donc, les gestes de secours, c'est quoi? C'est très simple, c'est appeler, masser, défibriller. C'est la recommandation, c'est le slogan de la Fédération française de cardiologie. Appeler, masser immédiatement, défibriller le plus vite possible. Et après, les secours spécialisés vont arriver, il va y avoir l'hospitalisation qui vont nous permettre d'aider le patient à récupérer le mieux possible. Regardez ce travail remarquable fait par l'équipe du professeur Jouven avec Éloi Marie-Jean. Vous avez, dans 90% des cas, lorsqu'il y a un accident cardio-respiratoire, un témoin. Et vous voyez que le témoin intervient dans 80% des cas. Chez qui? Et alors, vous avez une survie la plus élevée en France, plus de 40%. Par contre, ici, où la survie est très faible, moins de 10%, le témoin n'est pas intervenu. Donc, le rôle du témoin est majeur. Deuxième point, on va utiliser le défibrillateur. Vous voyez que quand il y a dans le cas où il y a eu 40% de survie, eh bien, le défibrillateur a été plus utilisé que dans les autres. Mais surtout, le défibrillateur, il marche lorsqu'il y a un rythme choquable. Donc, en fait, ce qui va permettre de sauver le patient, c'est d'intervenir très vite. Et si jamais on a un rythme choquable, le défibrillateur va avoir de l'effet. Donc, c'est quelque chose de très important. On doit former les populations aux gestes de secours. Donc, que retenir de tout cela? Eh bien, l'activité physique intense augmente le risque d'accident cardiovasculaire s'il y a une pathologie cardiaque méconnue. Mais ces accidents sont très, très rares. En France, il y a environ 800 à 1000 décès par an dans la population générale lors de la pratique sportive. Je vous rappelle qu'il y a 3000 morts par an en France liées aux accidents automobiles. 3 attitudes préventives sont recommandées: l'évaluation médicale, l'éducation des sportifs
et la formation de la population aux gestes de secours. Et je suis obligé de reconnaître, même si j'étais un fervent défenseur de la visite de nos contre-indications à la pratique sportive, c'est que l'efficacité de cette évaluation médicale est actuellement la moins prouvée. Je vous remercie.